Bonjour, je suis Clotilde et vous écoutez Expat et compagnie, un podcast qui raconte la vie de personnes ayant fait le choix de quitter leur pays d'origine pour s'envoler aux quatre coins du monde vers de nouvelles aventures. Expat et compagnie, c'est avant tout un podcast pour vous faire rêver, pour vous emmener au travers du témoignage de mes invités à découvrir des destinations parfois connues, parfois moins connues, et de vous inspirer au travers de leur histoire pour réaliser votre propre expatriation et oser vous lancer. Pour ne louper aucun épisode, abonne-toi. Bonne écoute. Sully, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as préparé tous ces départs successifs, notamment avec 3 jeunes enfants? Oh là là, alors là, c'est... à un moment, je m'appelais la pro des cartons. C'est une traduction que j'ai donnée, que j'ai faite suite à une maîtresse de mon fils qui s'appelait The Pack and Go Wife. Elle disait I'm the Pack and Go Wife. Et moi, je me suis dit, on peut traduire ça par la pro des cartons. Donc, on fait, hein. Donc, dès qu'on sait qu'on doit déménager, on appelle les déménageurs. C'est l'horreur parce qu'il faut faire le tri aussi, parce qu'on accumule beaucoup. Et on donne, et il y a des choses qu'on n'arrive pas à donner. Non, mais c'est toute une organisation, hein, d'organiser un voyage comme ça. Alors après, le plus... ce qui est aussi compliqué, c'est de trouver le logement dans la ville suivante ou même Les si écoles les aussi. écoles. Alors les écoles encore ça va. Enfin ça va. Disons que à Cracovie, c'était soit l'école américaine, soit l'école britannique. Moi, j'étais plus pour le système britannique parce que c'est un peu comme le système français, c'est-à-dire qu'ils ont un programme national. Donc après, si on change d'école britannique, ce sera quand même un programme qui sera suivi. Et à Budapest, on a voulu faire la continuité de l'école britannique, mais ça s'est juste fait sur 2 ans, je crois. Et la dernière année, on est allé à l'école française parce que j'ai préféré l'école française qui était là-bas. Donc, Ok. mais c'est vrai que Ouais, donc ce n'est pas finalement, c'est évident. beaucoup d'organisation, beaucoup de logistique, Oui. notamment peut-être plus pour toi, je sais pas. Est-ce que dans cette dynamique de on suit du coup le papa pour chaque déménagement, est-ce que les enfants, ils avaient une opinion là-dessus? Est-ce que tes enfants, ils étaient à chaque fois très enthousiastes ou au contraire un peu plus anxieux? Est-ce qu'il y avait du stress? Est-ce que pour vous, c'était des moments de joie partagée en famille à l'idée de découvrir un nouvel endroit ou est-ce que au contraire il y avait quand même pas mal d'appréhension et de stress avec toute la logistique que ça engendre? Alors, il y avait, je pense... Alors, quand on a quitté Séoul pour la France, Mathéo avait 1 an. Donc voilà, Pas lui, on ne lui d'avis. posait pas trop de questions. Voilà, pas d'avis. Inès avait 5 ans, je crois, 5 ans et Colline 3 ans. Donc on leur a expliqué, ils étaient petits encore, mais je pense qu'ils étaient quand même un peu tristes de quitter leurs copines et leurs copains. Et ils voyaient leur maman triste parce qu'on a fait des fêtes et on pleurait tout le temps. Oh. On pleurait tout le temps parce que voilà, on avait le cœur déchiré. Quand on a quitté Cracovie, alors on a tous pleuré. On voulait vraiment pas quitter Cracovie. Donc oui, je pense que ça devait générer un peu de stress, mais comme on était le papa et la maman plutôt à l'aise dans nos baskets, on a pleuré parce qu'on quittait nos amis, mais on était quand même serein par rapport à ce qui nous attendait. On était quand même toujours très positif, toujours dans la construction de projets. Donc, alors j'ai peut-être tort, mais je me dis souvent si les parents vont bien pour une expatriation, s'ils n'ont pas peur de ce qui les attend, les enfants aussi en général arrivent à bien se projeter, à bien aller. Une fois qu'ils ont quitté le pays, bien entendu, ils ont la nostalgie. À Budapest, on avait toujours la nostalgie de Cracovie, mais ils ont quand même réussi à se construire
à Budapest parce que l'école était sympa. Ils se sont fait des amis sympas, ils ont fait des activités. Puis on a essayé de leur vendre les choses aussi. Hein. On leur a dit, voilà, il y a un super zoo à Budapest. Donc on est allé au zoo tout de suite, ils adoraient les animaux. Oui. Il y a des bains, il y a des belles piscines. Donc voilà, on vend le côté positif. Ah bah tiens, ça me rappelle. Ça me rappelle la stratégie d'un invité que j'ai eu en interview. Salut Bruno, si tu nous écoutes. C'est pareil, il a vendu l'île Maurice, lui, à ses enfants avec un diapo en montrant les beaux fonds marins, etc. Voilà. Donc c'est une stratégie qui se répète. Voilà, il faut vraiment vendre le bon côté des choses, hein, puisqu'on n'a pas le choix non plus. Voilà, ça faisait partie de notre vie, de suivre le papa, de suivre sa carrière. Donc, il fallait le faire. Hein, il fallait le faire. Donc, prendre le bon côté des choses. Qu'est-ce que tu as découvert sur toi-même grâce à ces expériences d'expatriation? Que j'avais de nombreuses compétences. C'est-à-dire que je ne pensais être capable que d'enseigner et de faire du théâtre. Et je me suis découverte d'autres compétences, c'est-à-dire que j'avais un don de l'organisation, un don du management. Donc oui, je me suis trouvé des compétences qui m'étaient complètement inconnues. Donc ça, c'était cool. Hein. Ouais, finalement, ça t'a ouvert à d'autres aspects, d'autres... Oui. Bah écoute, je suis ravie d'entendre ça. Et est-ce que à ton retour en France, enfin à votre retour en France, comment s'est déroulée la réintégration? Est-ce que tu t'es sentie étrangère dans ton propre pays? Oui, un peu. Un peu étrangère ou plutôt étrange par rapport aux autres. Ce qui est toujours très intéressant, c'est que les gens nous demandent toujours alors c'était comment, c'est où l'alors c'était comment, nanana. Et alors moi naïvement je racontais et on se rend compte qu'en fait les gens s'intéressent mais juste 1, 2, 3 minutes et au bout d'un moment ça ne les intéresse plus beaucoup. Donc c'est pour ça que je disais que j'avais l'impression d'être plutôt étrange et un peu en dehors. Au début en tout cas, on doit se refaire une place et se refaire accepter et apprendre finalement à ne pas trop parler de son expérience ou alors seulement au compte-gouttes. Parce que sinon les gens se lâchent et ça ne les intéresse pas tant que ça. C'est aussi très intéressant de parler de ça, de ce genre d'amitié que tu gardes en France, tu t'en vas, tu reviens et au final il faut suivre. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un décalage qui se crée? Est-ce qu'on ne perd pas un peu les liens quand on est expatrié avec des gens avec qui on était proches avant, tu vois? Oui. On pourrait parler de ça pendant super longtemps. Mais... on peut se reconnecter encore, hein. J'aimerais maintenant passer à une seconde partie de cette interview. Oui. Pourquoi est-ce que tu as choisi de raconter cette aventure humaine par la fiction? Pourquoi avoir choisi un roman plutôt qu'une autobiographie? Alors l'autobiographie m'aurait trop exposée et j'ai vécu des choses beaucoup plus positives que négatives. Mais en revanche, j'ai quand même constaté que beaucoup de mes camarades, parce que tout le monde n'était pas mes amis non plus, quand je dis amis, c'est vraiment amis proches, hein, souffraient de l'expatriation, souffraient d'être la femme d'eux, souffraient d'avoir quitté leur travail, souffraient de ne pas savoir comment s'occuper. Et moi, j'en ai souffert en fait la première. Parce que donc à Séoul, à Cracovie, c'était merveilleux. On vivait sur un nuage. J'arrive à Budapest, j'ai eu l'impression qu'on m'avait arraché, vraiment au sens littéral du terme, de Cracovie. J'avais perdu, je n'avais plus de repères, je n'avais pas d'amis. J'allais à l'école en voiture comme tout le monde. Je demandais à quelques mamans, vous voulez pas qu'on aille boire un verre, un café? Ah non, moi j'ai mon yoga, non, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Elles avaient toute leur activité, elles ne se souciaient pas des autres.
Alors peut-être que c'était lié aussi au fait qu'on était dans une capitale. Parce qu'à Cracovie, on était dans une... c'est la province en fait. Donc peut-être que c'est aussi un autre rythme, je ne sais pas. Mais donc j'en ai beaucoup souffert. Mais moi, je ne voulais pas rester à la maison à Budapest. Donc j'ai décidé de partir toute seule, faire les magasins, toute seule, faire des musées, toute seule, aller au restaurant le midi. Et j'avais pour compagnie un livre ou un carnet. Et là, j'ai commencé à écrire dans un carnet, à écrire ce que je voyais par rapport à moi-même déjà, et par rapport aussi à certaines autres femmes qui avaient un certain mal-être, mais qui n'osaient pas le dire, parce que c'est toujours compliqué, je pense, quand on fait partie d'un milieu aisé, parce que bon, on a beau dire, on est quand même... on est dans un milieu aisé quand on est en expatriation, même si c'est que passager, mais c'est quand même un milieu aisé passager, de dire qu'on n'est pas bien, parce qu'on a quand même une femme de ménage, on a pour certaines un chauffeur, on a une super belle maison, enfin voilà, on a une vie comme celle qu'on voit dans les magazines, sur des belles pages de papier glacé. Mais il peut y avoir un mal-être parce qu'il faut apprendre à s'occuper. Et apprendre à s'occuper, c'est très compliqué quand on ne peut pas travailler. Peut-être qu'aujourd'hui, les femmes d'expatriés peuvent travailler. Mais à mon époque, c'était très compliqué d'avoir des visas. Des visas pour travailler. Et donc, quand j'ai vu ça, au début, je ne voulais pas écrire un livre. J'écrivais juste comme ça des petits billets pour ne pas être toute seule au restaurant. Et un jour, je me suis dit, mais ça pourrait faire un livre. J'avais écrit beaucoup de billets, je me suis dit, ça pourrait faire un livre. Voilà. Ça pourrait faire un livre. Et du coup, tu en as fait un et un deuxième. Voilà. Nos vies ailleurs, c'est ton deuxième roman. Et ça m'amène à cette question que j'avais préparée. Et je voulais te demander si l'écriture t'a aidé à mettre en mots certaines blessures ou transformations vécues lors de tes séjours à l'étranger. Et du coup, j'entends que oui. Oui, l'écriture est une belle catharsis. Ça guérit vraiment. Ça panse les plaies, ça permet d'exprimer ce qu'on a au plus profond de soi. Et même là, parce que quand on écrit enfin moi en tout cas, quand j'écris un roman, voilà, j'écris parce que je veux raconter quelque chose. Ça dit beaucoup de moi, je sais que je dis beaucoup de moi, mais je ne me rends pas compte à quel point je dis les choses. Est-ce que tu peux nous parler des héroïnes de Nos vies ailleurs et en quoi leur parcours résonne avec le tien ? Donc, dans Nos vies ailleurs, il y a Shirley, qui est toujours très dynamique, toujours prête à tout, qui voit toujours la vie en positif, apparemment qui est très énervante, mais elle est comme ça. Il y a Anastasia, elle qui se cherche. Alors Anastasia a été dans sa vie antérieure déjà enfant d'expatriés. Et elle ne trouve rien d'autre que de se mettre avec un homme qui va l'amener en expatriation à travers le monde. Et elle n'a jamais trouvé sa place, ni enfant, et encore moins adulte. Au départ, adulte, elle pensait que ce serait bien parce qu'elle vivrait l'expatriation de l'autre côté. Elle ne la subirait plus puisqu'elle ne serait plus enfant, elle serait maîtresse de son expatriation puisque maîtresse d'une maison et donc femme, épouse de son mari qui l'amène à travers le monde. Mais elle n'est vraiment pas bien du tout dans sa peau. Et il y a également la dernière, parmi les personnages principaux, on dit un personnage, oui. Les personnages principaux qui sont des femmes, il y a donc Katalin qui elle décide d'aller vivre en Hongrie. Elle avait subi une expatriation au préalable avec son conjoint et là elle décide de retourner dans son pays natal. Elle lui dit non, là c'est moi qui décide. Et quand elle va en Hongrie, elle ne cherche qu'une seule chose à faire, c'est travailler. Travailler. Et Shirley ne comprend pas pourquoi elle veut absolument travailler. Et à travers le roman, on arrive à comprendre pourquoi elle a cet entêtement. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ces trois femmes qui n'étaient pas faites pour s'entendre,
En tout cas, pas du tout avec Anastasia. Je pense, pour moi, c'est le personnage le plus attachant, mais en même temps le plus détestable. Arrive à la fin à trouver une harmonie, à être des sœurs, en fait. Donc et puis, il y a une belle évolution de chaque femme. Et à travers, en fait, chaque femme, je me suis inspirée de ce que j'avais vu à travers d'autres au cours de mes différentes expatriations. Le livre évoque l'amour, les ruptures, les blessures. Qu'est-ce que tu souhaitais transmettre à travers ces thèmes universels ? Je voulais dire que quand on est une femme expatriée, on est une femme tout court, qu'on a nos joies, nos peines, nos faiblesses et nos forces. Et que les gens qui n'ont pas connu l'expatriation doivent vraiment nous considérer comme telles, parce que parfois les gens disent « Oh, mais celle-là, qu'est-ce qu'elle a elle nous raconte encore ces histoires de femmes privilégiées. » Non, c'est pas ça. Et aussi, être femme expatriée, ce n'est pas facile, parce qu'on quitte tout. On quitte sa famille, on quitte son travail quand on a fait de longues études, ou même pas forcément longues, même quand on a fait de courtes études. On quitte tout pour se retrouver du jour au lendemain avec très peu de références, si ce n'est celle de son conjoint et de ses enfants. Mais le conjoint va travailler, il a le nez dans le guidon, quasiment H24, et les enfants vont à l'école. Donc les enfants se font des amis à l'école, ils ont leur travail qui est l'école, et la femme, elle, il faut vraiment qu'elle se prenne en charge, et ce n'est pas facile pour tout le monde. Et donc je voulais aussi que les femmes... Et quand j'ai expatrié, ça peut être aussi des femmes. Par exemple, là, moi, je suis en région parisienne, mais demain, je peux être amenée à aller vivre à Marseille. Je quitterai l'endroit où je vis, où j'ai des attaches, pour aller ailleurs et pour me reconstruire. Et je voulais dire que se reconstruire, ce n'est pas toujours facile. Mais, oui. Voilà. Donc, il faut apprendre à avoir des ressorts, des ressources. Et c'est pas donné à tout le monde. La résilience, c'est un mot fort dans ton livre. Comment la définirais-tu aujourd'hui ? Comment tu définirais ceci aujourd'hui ? La résilience... Il faut tenir le bon bout. Il ne faut pas se décourager. Il faut croire en soi, vraiment en soi, en ses capacités, et que chacune a toujours beaucoup de ressources en lui ou en elle. Est-ce que j'ai bien répondu à la question ? Oui, moi ça me va très bien. Et je voulais également dire que dans nos vies ailleurs, je parle également d'hommes qui suivent leurs femmes, parce qu'ils ne sont pas nombreux, et que dans les 3 pays où j'ai vécu, il y avait toujours un homme qui suivait sa femme. Et j'ai c'est vrai trouvé que c'est très cliché, Oui. Que ce soit beaucoup plus souvent la femme qui suit son conjoint. Mais comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, avec le milieu du travail qui a pas mal évolué, avec les jobs à distance, on peut vraiment aussi plus facilement travailler en tant que freelance, ou même toi, en donnant des cours aujourd'hui, tu t'en sortirais différemment. Je pense qu'il y a une question d'époque aussi. Mais c'est normal, on évolue. Mais je pense que t'es pas la première et t'es pas la dernière. Et même en 2025, je pense que ça va parler à beaucoup de femmes et à un petit peu d'hommes, du coup, comme tu disais. J'espère que ça leur permettra de considérer leur femme autrement, leur conjointe autrement. Voilà. Et justement, à qui penses-tu que ton roman s'adresse au-delà des femmes expatriées ? Je pense qu'il s'adresse à tout le monde, aux hommes et aux femmes. Voilà. Et si je devais donner un conseil aujourd'hui, parce que moi si demain je rencontrais quelqu'un et que cette personne me disait « Écoute, Sully, j'ai un poste à l'étranger, on part », je pense que je partirais, mais je mettrais des conditions. Et je pense que c'est très important de pouvoir partir, parce que c'est quand même une très très belle aventure. Mais il faut quand même poser certaines conditions.
avant de partir. Faut pas partir voilà. Oui, je pense que c'est important de bien communiquer, voilà, et d'être ensemble dans cette aventure d'expatriation. Et c'est top parce que tu me fais les questions-réponses, j'allais te demander des conseils. Pardon. Non, pas de souci. J'ai quand même une dernière question. Alors, on va finir sur ça. Quel message souhaites-tu que les lecteurs retiennent de Nos vies ailleurs ? Message. Ouais, quand les gens finissent la lecture, qu'est-ce que tu as envie qu'ils retiennent ? Qu'est-ce que tu as envie qu'ils se disent ? Finalement, le global bien que message. Je fais du franglais. The global message. Global message. Mais je pense, croquons la vie à pleines dents, elle est belle, la vie est belle, voilà, la vie est belle. La vie est belle. Tu souhaites que les lecteurs retiennent ça après lecture, qu'ils se disent, oh là là, malgré tout. Et ben on va finir là-dessus. Merci beaucoup Sully pour cet épisode un peu différent de d'habitude. C'est un thème qu'on n'avait pas encore abordé sur Expat et compagnie. Oui. J'en suis ravie. Et merci beaucoup à toi Clotilde et à Expat et compagnie et à Manon. Oui, Manon en coulisses. Voilà. On l'embrasse. Et je mettrai toutes les informations de ton livre en barre d'infos. À bientôt Sully. Merci à bientôt, avec grand plaisir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Expat et compagnie. Si cela vous a inspiré, partagez cet épisode autour de vous, laissez-nous un commentaire et suivez-nous sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer la sortie de nos nouveaux épisodes tous les 15 jours. À bientôt!